Donc j'avoue qu'en tant que co-directrice de cette riche journée d'études, je ressens un certain soulagement que cette journée s'est bien passée et maintenant une petite pression de finir. Et je remercie vivement Caroline et Alice. Comme Alice a dit ce matin, je suis en cours de transformation d'une historienne de la mode à une historienne de l'architecture. Je suis actuellement comme une petite pupille, une stade larve. Et grâce à Alice et Caroline, peut-être qu'un jour, je vais émerger de ma chrysalide et déployer mes petits ailes. Et je vous remercie d'être présente à cette première phase de transformation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vêtements et revêtements à l'Opéra Garnier. Et comme tous les autres intervenants, je ne suis pas sûre que la deuxième partie de mon titre colle, mais on verra. Le nouvel opéra, du coup il faut que j'appuie comme ça. Voilà. Le nouvel opéra Garnier est inauguré le 5 janvier 1875, soit 15 ans après que le projet de Charles Garnier, alors jeune architecte prix de Rome, a été retenu à l'unanimité lors du concours public. Le projet architectural de Garnier séduit par son aspect monumental, voire spectaculaire, par la fluidité de son vocabulaire stylistique et par son appel au sens. L'opéra est non seulement le temple du plaisir, Garnier écrit, c'est aussi et surtout le temple de l'art et d'un art particulier qui parle aux yeux, aux oreilles, au cœur et aux passions. Il faut que cette exubérance de sensations se produise dans un milieu favorable et que cette abondance d'impressions qui jaillit du drame lyrique soit encore complétée par l'impression d'abondance qui jaillit de l'architecture. Fin de citation. Garnier lui-même caractérise le style de son opéra de métis, indécis, dévergondé et de bâtard. Rejetant la tentative d'appeler son style éclectique, Garnier résume « Le style que j'emploie, c'est le mien. C'est celui de ma volonté et de mon inspiration. C'est le style de mon temps que je produis et que j'affirme. C'est ma personnalité que je dégage. » Toutes les citations de Garnier que j'énoncerai aujourd'hui proviennent d'un livre qu'il a écrit en 1878, Le Nouvel Opéra, sur son processus de création. Il comporte 2 volumes et le premier a 1000 pages presque. Sa personnalité d'architecte, Garnier l'a forgée d'abord comme étudiant à l'École des Beaux-Arts et dans les ateliers de Louis-Hippolyte Lebas et Viollet-le-Duc. Mais ce sont surtout les voyages qu'il effectue après avoir gagné le prix de Rome en 1848, alors âgé de 23 ans, qui marque durablement son écriture architecturale. Garnier est féru de voyages et dénombre lui-même près de 130 avant 1866, et il croque sur le vif tout ce qu'il voit, costumes locaux, bâtiments tout genre, paysages et même ses camarades de voyage. Et il parcourt l'Italie, effectuant des relevés des tombes étrusques. Il dessine à Florence, Pise, Gênes, Milan, Venise, Padoue, Trieste, Ancône et Rome. Je suis désolée il y a tellement d'images et ils sont magnifiques, du coup je les fais passer un peu vite. Il séjourne à Pompée, il traverse la Sicile et il se rend en Grèce. S'il est encore à Pompée. L'acropole l'éblouit, puis le décourage. Il trouve le chantier lacunaire et part pour l'île d'Égine, où il réalise le relevé d'un grand temple dorique pour son envoi de 4e année. En Grèce, son regard s'arrête longuement sur le paysage et les costumes. Sur le port de Patra, il écrit « Hommes et femmes, enfants, tout est habillé suivant la tradition du pays. Grec, turc, arabe, tout cela se touche, se mélange, va et vient, mais toujours avec une certaine noblesse de tournure. Nous voudrions dessiner tout, mais le choix est difficile, le temps passe, il vaut mieux voir le pays et regarder les gens. » Avant de revenir en France, il ne manque de faire un crochet par Constantinople, accompagné de Théophile Gautier, qu'il a rencontré sur le bateau. Alors, de ses voyages, de ses lectures, de ses visites, il tire des références, les digère, puis les couche sur papier, avant de les inclure dans le nouvel opéra. Il puise dans son imaginaire de l'Égypte, de sa connaissance de la Grèce, du gothique et de la Renaissance. Il pense aux édifices et aux artefacts qu'il a vus en Italie, Espagne, Allemagne et aussi en France. Il réfléchit aussi longuement à comment faire pour que son bâtiment entame un dialogue avec le spectacle vivant qu'il y célèbre en son sein. Le ballet et l'opéra, bien sûr, mais aussi le spectacle de la société mondaine qui y circule.
Je pense donc, il dit, que la composition générale du foyer de la danse et le caractère d'architecture libre et un peu aventuré que j'ai adopté conviennent parfaitement à leur destination. Et lorsque le soir, toutes les danseuses se mêlent et circulent dans cette salle, doublée d'aspect par la grande glace qui occupe le fond, il y a, sans contredit, une harmonie réelle entre les parois du foyer et les groupes animés des ballerines. Fin de citation. Cette harmonie, ou poétique, entre l'architecture et le spectateur que Garnier recherche, j'aimerais aujourd'hui l'interroger de plus près. Garnier, nous l'avons compris, n'est pas insensible aux vêtements et à la mode. Bien au contraire, il chérit la couleur et le caractère de la mode et se désole de, citation, « la foule sombre et noire qui envahit nos salons », vêtue de tristes costumes de laine gris et de drap noir. Son projet de décoration s'appuie sur une harmonie de couleurs qu'il perçoit dans la société et qu'il retrouve sur le corps. Pourquoi cette inconséquence des hommes déplore-t-il, qui vivent chaque jour et chaque heure dans des milieux colorés et qui refusent seulement à leurs monuments et à leurs costumes le droit de participer à cette coloration générale? Ici, il parle des hommes. Garnier n'hésite pas à parler de son bâtiment comme d'un corps à habiller. De son grand escalier, il écrit « C'est un robuste gars, bien découplé et qui se laissait tranquillement habiller à ma façon. » De même, la salle de spectacle doit plaire aux oreilles et aux yeux, telle, il dit, une mère de famille ayant 2 filles jumelles, l'une brune et maigre, l'autre grasse et blonde, et qui voudrait les vêtir toutes deux leurs plus grands avantages en les habillant chacune d'un costume identique. Cette esthétique de l'empathie, comme le nomme Christopher Curtis Mead, a été bien étudiée dans son livre, publié en 1991, puis approfondie plus encore lors d'une exposition qui s'est tenue en 2010 à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Le catalogue a permis d'éclaircir le style Garnier, tout autant que l'homme, son réseau et ses projets. Mais le terrain d'étude sur l'opéra de Garnier est bien aussi riche que ses décorations. Et je souhaite aujourd'hui approfondir un point qui n'a pas été abordé jusqu'alors. J'aimerais aujourd'hui proposer l'existence d'un lien plus étroit entre mode et architecture, qui s'opère dans l'opéra de Garnier. Car dans ce nouvel opéra, se promenant sur les marches monumentales, se froissant dans les baignoires intimes et se déployant dans toute sa splendeur sous les peintures et marbres chauds des foyers, se trouvait une mode féminine qui mixait avec autant d'exubérance que l'architecture de Garnier, les styles, les époques et les imaginaires. Si l'opéra et l'architecture du XIXe siècle en général a été très bien étudiée du point de vue de ses architectes, ses mécènes, son administration et son vocabulaire stylistique. Il est bien plus rare de mettre en relation tout ce système avec celui de la mode. Pourtant, les liens sont riches. Le 9 janvier, soit 4 jours après l'inauguration du nouvel opéra, La Vie parisienne, donc voici la page, journal satirique par excellence, publie une page de bons mots entendus au gala d'ouverture. Comment avez-vous trouvé la salle, en bas à droite, avec peine. La toute première colonne rapporte une discussion entendue chez Fancy, un certain grand couturier parisien, le matin de l'inauguration. Mais voyons quoi, la duchesse est en rose pâle avec les dentelles anciennes, la petite baronne en toile d'argent et velours noir, ma belle-sœur en crêpe de chine turquoise et faille cuisse de nymphe, je voudrais quelque chose d'absolument différent. Une robe japonaise, voulez-vous? Satin écaille de poisson couleur topaze, la robe orientale par-dessus en crêpe de chine soufre, corsage décolleté, à plastron brodé d'or, motif à pierreries. On met là-dessus tout ce qu'on veut, autour de la tunique une broderie et une frange d'or. Jamais ça ne serait fait pour ce soir. On remplacera la broderie par une passementerie soufre. J'aimerais mieux la tunique blanche et seulement les passementeries d'or. J'ai une boucle de ceinture Renaissance, puis-je la porter? Parfaitement, avec le plastron de pierreries. Mais il faudrait le temps de coudre tout cela. Vous les enverrez, on ajustera tout ici. Et cette discussion dure pendant 1 colonne et demie. Ce qui retient notre attention dans ce dialogue sont les mots utilisés pour décrire les modèles. Robe japonaise, robe orientale, ceinture Renaissance, dentelle ancienne, dentelle de famille, et plus loin encore, satin Louis XV. On s'aperçoit très vite alors que Garnier n'est pas le seul à manier en vocabulaire un but de références historiques et exotiques. Les femmes parlent ce même langage à travers la mode aussi. Cette suite d'adjectifs, japonaise, orientale, ancienne, Louis XV, qui s'adjoignent au nom, robe, ceinture, dentelle, désigne un processus de création plutôt qu'un état des faits. C'est-à-dire qu'une robe japonaise n'est pas une robe qui provient du Japon, mais une robe qui a une allure japonisante, soit par les motifs ou couleurs de son textile, soit par une coupe asymétrique qu'on assimile au style japonais. La robe ici à gauche est par exemple une robe japonaise.
ces motifs qui rappellent le Japon. De même, une ceinture Renaissance désigne probablement une ceinture qui encercle la taille et termine en pointe de vent, un accessoire qui suggère la mode sous Henri IV sans en être un artefact authentique ni une reproduction historique. Les femmes chez Fancy manipulent ces références avec aisance. Elles changent d'époque comme elles changent de passe-montrée. Cette facilité, qui permet aux femmes de choisir entre un style japonais, Renaissance ou Louis XVI dans une même phrase, est rendue possible par le système de la couture, comme il s'est construit dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Si nous considérons que derrière ce fictif Fancy se cachait sans doute le couturier Charles Frederick Worth, il y a bien sûr le jeu de mots Fancy Worth, mais aussi que ce Fancy est un personnage récurrent de la vie parisienne et qu'il est décrit avec plus de détails dans d'autres articles. Nous pouvons alors considérer que cette discussion se passe dans les salons d'un couturier qui a travaillé d'une manière similaire à Garnier, mélangeant l'historicisme avec l'exotisme selon ses envies, créant son propre style selon un système de mode qu'il a largement contribué à créer. Attardons-nous quelques instants sur ce dénommé Worth. Worth, dit Fancy, est né au Lincolnshire en 1825. Il devient apprenti marchand de textile à Londres, puis à Paris à partir de 1945, avant d'ouvrir en 1848 la House of Worth, enseigne que les historiens de la mode désignent comme étant le prototype originel des maisons de couture parisiennes. Si avant, les clientes créaient elles-mêmes leurs robes en commandant chez le marchand de textile, puis le marchand de mode, pour donner le tout à une couturière avec des précisions sur la coupe, Worth centralise le processus et propose ses créations originales de robes qu'il fait porter à des mannequins, ici présentes, défilant dans ses propres salons de couture. Avant, les marchandes se rendaient chez la cliente. Désormais, la cliente va chez le couturier. En 1875, Worth est un homme célèbre. Le patronage d'Eugénie, pendant le Second Empire, lui a garanti son succès de couturier de l'élite. Pour ses plus riches clientes, Worth fait encore du sur-mesure, mais pour la plupart d'entre elles, la maison Worth offre des jupes et corsages tout préparés dans une gamme de différents styles, couleurs et prix. Tout ce que je peux faire, dit Fancy dans l'article de la vie parisienne, c'est de vous laisser choisir dans les jupes qui sont toutes là préparées et on vous taillera un corsage. Dans un certain sens alors, le style du modèle, japonais, Louis XVI, Renaissance, était alors le domaine du couturier, tout comme le plan décoratif et architectural était celui de Garnier. Worth avait passé de longues heures à la National Gallery à Londres pendant son apprentissage et il avait développé un goût prononcé pour l'historicisme dans ses modèles. Il se considérait comme érudit et était au courant des dernières tendances dans la littérature, l'architecture, les arts et le théâtre. Il travaillait souvent avec les actrices pour leur tenue de scène. Se considérant comme un artiste plutôt qu'un simple couturier, Worth se vantait d'avoir le dernier mot, même avec ses clients les plus nobles. La devise de Garnier, le style que j'emploie, c'est le mien, c'est celui de ma volonté et de mon inspiration, aurait pu bien être la même pour Charles Frederick Worth. Cependant, ce serait une erreur de sous-estimer le savoir dont disposaient les femmes elles-mêmes sur les références historicistes et imaginaires de la mode. Elles n'ont peut-être pas eu la chance, comme Garnier, de voyager loin. Elles n'ont certainement pas eu accès à l'éducation de l'école des beaux-arts. Elles obtiennent le droit de fréquenter la bibliothèque, ainsi que le droit d'assister aux cours magistraux en 1896. Mais le savoir historique se démocratise au XIXe siècle, notamment à travers la littérature, la presse écrite et illustrée, comme nous venons de voir aujourd'hui. De plus, l'histoire de la mode émerge au milieu du XIXe. Si l'histoire de la mode émerge au milieu du XIXe, c'est sous la Troisième République qu'elle se popularise et se démocratise pour ne plus être cantonnée aux artistes et à l'élite. Très vite, un nombre grandissant de femmes manient les références historiques et exotiques grâce à leur connaissance de l'histoire de la mode. En 1875, l'année de l'ouverture de l'opéra, le premier livre grand public sur l'histoire de la mode sort chez l'éditeur Hachette. Écrit par Jules Quicherat, alors directeur de l'école des Chartes, Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVIIIe, propose une lecture de l'histoire de la mode chronologique, judicieusement illustrée, accessible et argumentée. Ce livre est l'aboutissement de 24 ans d'articles biannuels traitant de l'histoire du costume pour le magazine Pittoresque, dont nous en avons parlé ce matin pour l'architecture. Donc il faut imaginer que les articles sur l'architecture circulent en même temps que les articles sur l'histoire du costume. Et c'est avec les notations de Quicherat quand il retravaille ses articles pour son livre. Si des recueils sur le costume, richement illustrés, circulent bien avant le livre de Quicherat, l'histoire du costume est le premier livre abordable, grand public et théorique sur l'histoire de la mode.
et devient la référence incontournable pendant près de 100 ans. Au-delà de la presse, les liens entre histoire et mode sont exposés dans les musées et dans les expositions, tout comme l'architecture. La toute première exposition sur l'histoire de la mode ouvre ses portes le 10 août 1874. Le musée historique du costume, organisé par l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, rassemble plus de 6000 objets pour raconter la mode en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Les vêtements sont exposés dans des vitrines en les entourant des matériaux destinés à en expliquer leurs usages, comme indique le catalogue. L'exposition est un succès rassemblant près de 42 000 visiteurs, soit le double du nombre des visiteurs de l'exposition précédente, le musée oriental. Les spectacles de scène, l'opéra, le ballet et le théâtre participent eux aussi à enrichir le langage du public sur l'histoire de la mode. La quête du savoir va dans les deux sens. Alors que les costumiers et les metteurs en scène s'accordent sur la nécessité d'emmener plus d'authenticité dans leurs costumes, le public, muni d'une meilleure connaissance de l'histoire et de la mode, est d'autant plus apte à discerner les écarts possibles entre vérité historique et reconstruction. Le costumier en titre du nouvel opéra, Eugène Lacoste, résumera sa carrière comme costumier de l'opéra qui dure de 1876 jusqu'à 1885 ainsi. Ce que j'ai cherché surtout, c'est de ramener le théâtre à la vérité du costume. Mes travaux ne sont donc qu'une étude sérieuse de recherche historique. Lacoste, comme Garnier, voyage afin de s'imprégner de couleurs locales qu'il essaiera de ramener dans ses costumes. Quand il ne peut pas voyager, comme pour les costumes d'Aïda en 1880, il n'hésite pas à se rendre chez l'égyptologue du Louvre, Gaston Maspero, afin de lui demander son conseil. Les costumes de Lacoste pour l'opéra mélangent imagination avec érudition. Ils sont certainement plus proches d'une certaine réalité historique que les costumes de ses prédécesseurs, mais ils restent cependant hautement influencés par la mode contemporaine. Sans que nous puissions nous arrêter trop longtemps dessus, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que cette connaissance de l'histoire et de l'exotique qui se lisait à travers la mode n'était pas réservée qu'à l'élite au sein de l'opéra. Le bal masqué de l'opéra, mais les bals masqués au général, qui se tenaient tous les ans lors du carnaval, était un moyen pour les hommes et les femmes, toutes classes confondues, de participer à ce jeu d'imagination. Pendant les mois qui précédaient le carnaval, les magazines de mode, de plus populaires aux plus luxueux, diffusaient à travers leurs pages des images de costumes empreints du passé ou de l'exotique. Les hommes et les femmes pouvaient alors prendre connaissance des nouveaux thèmes à la mode et se confectionner leurs costumes eux-mêmes, les acheter au grand magasin, les commander chez un couturier spécialisé comme Delphine Barrault ou bien chez un grand couturier comme Worth, ici présent. Sous la Troisième République, alors, le costume devient un jeu de société en dehors du carnaval. Se déguiser comme Jeanne d'Arc ou bien en japonaise devient un moyen d'affirmer son érudition ainsi que sa connaissance des codes que ce costume implique. J'aimerais alors conclure cette brève incursion dans la mode en suggérant que l'architecture de Garnier, les robes de Worth et les femmes qui les portent opéraient ensemble au sein de l'Opéra Garnier dans une certaine poétique de l'imagination. Les formes, styles et références tirées du passé s'accumulent, formant une riche banque d'images qui, au fur et à mesure que le siècle s'écoule, se démocratise et se popularise à travers les livres, les expositions, le théâtre et le travestissement, par exemple. Comme les costumes que Garnier perçoit en Grèce, qui se touchent, se mélangent, vont et viennent, la mode et l'architecture, sous l'Empire et la Troisième République, piochent au sein de cette même imaginaire culturel et puis se rencontrent à l'opéra, comme nous venons de voir, mais dans d'autres lieux privés et publics encore, les bibliothèques, les théâtres, les maisons de couture, les appartements haussmanniens. Les femmes ne sont pas exclues de ce dialogue entre l'homme architecte et l'homme couturier. Elles manient avec autant de fluidité le vocabulaire de l'historicisme et de l'exotisme, et le montrent visiblement à travers leurs vêtements. Il en va de même pour les classes populaires qui participent à ce dialogue ou poétique par une mode bon marché vendue aux grands magasins.
Au moment du carnaval, tous s'unissent pour jouer avec cet imaginaire à travers leurs costumes. C'est un moment festif et populaire qui permet d'habiter ou d'incarner le temps d'un soir un personnage façonné d'éléments puisés dans cette banque d'images de l'imaginaire collectif. Garnier lui-même a compris que le langage de son architecture se lisait au mieux dans la poésie de son rencontre avec le costume. Les fracs noirs, comme il dit, et les timides étincelles de couleur des robes féminines dont il parle n'étaient pas suffisants. Et ici, je le cite. « J'ai pourtant, un instant, espéré que mes songes deviendraient réalité, il écrit, lorsque l'on s'est décidé à donner des bals masqués à l'opéra. Je croyais trouver là quelques-unes des impressions que je désirais tant ressentir. Ah, si j'étais directeur de l'opéra seulement pour un jour, je voudrais utiliser les merveilleux costumes du répertoire pour les répandre dans le grand foyer de l'escalier. » En guise de conclusion, je me permets de vous montrer cette image et de vous poser la question. Si jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la mode perpétuel terreau d'imagination continue de dialoguer avec le style éclectique de Garnier, quelle poétique lisons-nous entre vêtements et revêtements à l'Opéra Garnier aujourd'hui? Merci.